Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout une inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Jacques Weber, 69 ans, comédien gigantesque, épicurien gargantuesque, happé par ses excès, sauvé par ses proches, il se livre à cœur ouvert ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. Ah, pas du tout, non. J'ai la chance de mener je suis un des privilégiés qui mènent une vie heureuse, paisible, malgré de grands moments de tension et de nervosité dus à mon métier, voilà. Mais non, c'est pas exténuant du tout. Bonsoir Jacques Weber. Bonsoir. Merci d'être là. Des moments de grande tension dus à votre métier, aussi peut-être à votre personnalité, une personnalité extrêmement riche. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir un monstre sacré du théâtre, un comédien qui a à peu près tout joué, les rôles de Cyrano de Bergerac, de Don Juan, Monte Cristo, de Misanthrope, Tartuffe, en ce moment au Théâtre de la Porte Saint-Martin avec Pierre Arditi. Le rôle le plus complexe que vous avez eu à interpréter, c'est peut-être le vôtre, Jacques. Vous dites d'ailleurs, quand je ne joue pas, je suis malade psychologiquement. Oui. Mais je crois que c'est le lot de presque tout le monde. Je pense que c'est très difficile d'être soi-même. Être soi-même, c'est toujours un angle vif entre l'homme intime et l'homme citoyen, l'homme social, quoi. Donc c'est vrai que c'est un angle assez mordant et qui est parfois très difficile à négocier. Pour moi, c'est compliqué, oui, c'est vrai. Comme vous dites, pour vous, c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est jamais totalement facile, mais il y en a quand même pour qui c'est plus facile que d'autres. Vous êtes un bon client pour un divan, a priori. Oui, j'en ai pratiqué quelques-uns. Vous avez épuisé certains psychanalystes, quoi. Vous dites, mon analyse m'a appris à vivre avec le fauve sans que le fauve ne me dévore. Puisque c'est vrai que vous êtes un homme plein de failles, de doutes, d'excès, des démons, une enfance assez traumatisante, un corps qui somatise. On va y revenir, mais vous avez perdu votre voix un jour sur scène. Une histoire assez hallucinante qui vous a fait plonger dans la dépression. Jacques Weber, c'est aussi tout ça, quand même. Oui, mais j'ai l'impression que la complexité humaine, elle est l'eau de tout le monde. J'ai jamais rencontré un être simple. Tout est très complexe. C'est d'ailleurs ce qui, moi, me passionne dans mon rapport avec mes rôles. C'est d'y chercher une complexité qui n'est pas obligatoirement apparente dans une première lecture. Mais sur l'échelle de 1 à 20, la complexité de Jacques Weber, vous mettriez où le curseur? Moi, je le mettrais volontiers vers 18-19. Ah bon, carrément? En tout cas, j'en ai vu s'allonger ici un certain nombre. Ouais. On va voir ce soir, et c'est absolument génial. C'est cette complexité qui fait la richesse de l'homme que vous êtes. Et je mettrais quand même le curseur autour de 18-19. Oui, c'est possible. C'est vrai que j'ai toujours une sensation de me dépatouiller avec moi-même. Pas avec les autres, donc avec moi-même, dans mon rapport avec les autres, bien sûr. Oui. Et aujourd'hui, vous dépatouillez mieux qu'hier avec vous-même, on a l'impression. Oui, parce que j'ai la chance, puis en même temps, j'ai eu peut-être, n'appelons pas ça du courage, mais disons j'ai eu la chance de pouvoir créer une famille. Et puis, je trouve que avec l'âge fait horriblement peur, bien sûr, parce qu'on se dit, le 3e temps, c'est quand même plus court que le 1er temps. Mais en même temps, il y a une sérénité qui rattrape le tout. Et je m'arrête volontiers sur les arbres et les fleurs ou un oiseau, et ce que je ne faisais pas avant, parce qu'avant on est tellement préoccupé soit par les jeunes filles, soit par soi-même. Et c'est vrai que la sérénité, l'apaisement donne le temps de se préoccuper un peu plus du monde dans sa richesse, dans sa globalité, quoi, voilà. Donc le fauve s'est assagi, en tout cas il a été dompté. Je vous propose de démarrer juste pour le plaisir par une image douce de vous, finalement. Le fauve, non, plutôt un chat qui cajole Sylvie Vartan. Vous allez voir. Ouais. Pleurer, chérie, aimer. Et vivre, croire, suivre, porter, plier, tomber.
et défendre et dépendre, accepter, adorer, aimer, aimer, aimer. Dépasser, dépasser, Essayer d'effacer, bouger, marcher, poursuivre oublier, et revivre, courir, voler, aimer. J'étais mort de trouille, j'avais le cœur à 250, et parce que c'est pas mon truc, quoi, de faire ça. Mais il faut dire la vérité, c'est que j'étais très amoureux à une époque de Sylvie Vartan. Je louais, je sais pas combien de places au Palais des Congrès, et j'adorais, et je l'adorais. J'avais même organisé un rendez-vous via Robert Hossein et tout. Alors lui, oh, elle est géniale, tu vas voir et tout. Alors je vais au rendez-vous, et là je pouvais plus dire un mot. Mais plus, comme d'habitude, voilà, on organise les rendez-vous, et puis après je dis plus un mot. Je m'écrase comme une... Voilà, enfin bon, c'est terrible. Je ne connaissais pas cette anecdote. Un rendez-vous organisé par Robert Hossein avec Sylvie Vartan, dans le but peut-être d'une aventure amoureuse, Jacques ? Why not ? Non, mais parce que Robert, c'était le vrai copain, quoi. Et plusieurs fois. Mais alors, je ne sais pas ce qu'il leur disait, parce que ça lui arrivait sur plusieurs personnes. Alors, je dis tout, j'avais dit que je dirais rien. C'est terrible. Ah non, je dis tout. Non, mais il devait leur dire il est génial, il est fou amoureux de toi, il veut se marier, n'importe quoi. C'était pas ça du tout. Mais je l'adore, lui, c'est un personnage qui a été important dans ma vie. Mais donc, elles étaient un peu effrayées, et moi, alors n'en parlons pas. Donc, c'était le bide assuré, donc voilà. Allez, on va démarrer comme d'habitude par notre autoportrait, une sorte de petite compile de vos déclarations à droite et à gauche. Et ensuite, on approfondit, on entre dans ce divan. J'avais la sensation d'être le vilain canard, culotte courte et chaussures orthopédiques. Je me souviens de phrases du style « les imbéciles n'ont pas la parole à table » et des choses comme ça. Et je sais que ça a été très, très dur. C'est sans doute pour ça qu'il y a un goût, peut-être un goût à une époque en tout cas très prononcé et mal réglé de la séduction pure, une sorte de vengeance, quoi. Au départ, on veut être aimé. On est attiré au début de la comédie justement pour exister donc par un phénomène de vanité. Je sortais de Cyrano et j'avais perdu la voix et j'avais l'impression de perdre une façon d'exister. J'ai eu peur. C'est horrible le régime. Quand on dit monsieur, faut pas manger le soir, c'est l'horreur. C'est la récompense. Au moment du troisième temps de l'existence, du troisième mouvement, un peu comme une grande symphonie, il semblerait que j'aille bien dans ma tête, qu'il y ait quelque chose d'assez apaisé, voire qui commence à se mettre en place une petite philosophie de la sagesse, quoi, voilà. C'est assez juste, en fait. Oui, il fallait que je sois reconnu et aimé. Oui, c'est sûr. Ça, c'est vrai, oui. On va essayer de comprendre pourquoi. La clé, évidemment, dans votre enfance. On va y venir tout à l'heure, une enfance très particulière. J'aimerais qu'on s'intéresse à votre corps, car il est imposant, ça va, si je dis ça ? Oui, mais il est amaigri. Il est amaigri, d'ailleurs, on va voir ces yo-yo que vous faites. En tout cas, la taille, ça, vous pouvez rien y faire, 1m90. Ouais. Les chaussures, la taille des pieds, la pointure, comme on dit, 46. Oui, même 7,5, oui, 47,5. 47,5. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce corps, il vous a joué des tours, il a été le réceptacle de certaines de vos névroses. On va raconter ça. D'abord, vous entrez dans le métier avec la dégaine, on va le voir, de jeune premier, un jeune comédien grand, beau, la mèche au vent. Vous avez même dit, j'étais un très beau garçon, on disait, oh là là, planquez les gonzesses, Weber arrive. Vous étiez... un véritable don Juan. C'est-à-dire, c'est même assez troublant parce qu'au début, non. Au début, j'étais grassouillet, tendance bossu, pas sportif, tendance acnéique et pubère. Et après, c'est vrai, quoi. On disait de moi que j'étais beau garçon. Et ça m'a pris un peu la tête, quoi. J'aimais beaucoup séduire.
Il m'est arrivé d'acheter un camion de fleurs entier et de déposer sur le parterre d'un appartement où habitait une très grosse vedette dont j'étais fou amoureux, dont je tairais le nom par pudeur, par élégance. Et voilà. Et alors donc après, elle me dit, c'est toi qui as fait ça, c'est toi, je peux même plus ouvrir ma porte. Ah oui, j'adorais ce genre de choses. Vous étiez celui-là. Mais au moment où la fille me dit, c'est toi qui as fait ça, je suis le con. Toujours pareil. Voilà, enfin bref, pardon. Une forme d'ambivalence, d'ambiguïté, un truc à gérer, en tout cas compliqué. D'ailleurs, vous dites du temps où j'étais plus joli garçon, où j'avais cette mèche de cheveux au vent, on disait de moi, c'est un Don Juan, quelle bêtise. J'étais de la merde. Hein. Oui, alors quand je disais que j'étais de la merde, c'est que déjà, j'avais cette préoccupation de me rendre compte qu'il y avait des gens qui avaient une séduction propre, absolument magnifique, mais qui n'avaient rien à voir avec leur physique. C'était avec leur nature, leur être, leur façon d'aborder le monde. Voilà, ça me fascinait complètement. Et je disais, moi, bon, bah, j'ai une jolie frimousse, mais c'est tout. Donc c'était dans ce sens-là que je trouvais que c'était de la merde. J'avais déjà cette petite conscience-là, quoi. Voilà. Ce corps, je disais tout à l'heure qu'il somatisait, vous le faisiez souffrir. À cette époque-là, dans les débuts des années 70, quand vous démarrez au cinéma, vous avez une éruption de boutons que vous avez décrite dans votre autobiographie. Sous ma chemise, sur mon dos, sur ma peau, j'étais le seul dans la confidence. Des boutons d'acné fleurissaient régulièrement et ne disparaissaient que rarement. Ce que je considérais comme une infirmité représentait sans doute une des clés de voûte, aussi puérielle soit-elle, de ma personnalité. Ça veut dire que, racontez-moi cette somatisation, elle venait d'où ? C'est très mystérieux parce que j'étais un ancien moche. Je n'étais pas aimé du tout. Enfin, c'était ce que je ressentais. Il y a des gens qui ont vécu des malheurs beaucoup plus importants que le mien. J'ai eu une sensation très étrange, particulièrement dans Cyrano, par exemple, où c'était un réel succès. Je me disais toujours, il va arriver une catastrophe. Et il est arrivé une catastrophe. C'était en 83, vous brûlez les planches dans Cyrano de Bergerac au théâtre Mogador. La pièce est mise en scène par Jérôme Savary. Un triomphe. Vous dites, j'ai accompli un rêve d'enfant, et ce rêve d'enfant a été salué comme très rarement un acteur est salué. Je le dis avec fierté et humilité. On va d'abord regarder des images de Cyrano. Chez Michel Drucker, en 83, vous faites la promo de Cyrano. Oui. On va d'abord voir l'image et on essaye de comprendre après. Vous avez un nez grand, très grand. Ah, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses. En somme, en variant le ton, par exemple... Tenez! Agressif! Moi, monsieur! Si j'avais un tel nez, il faudrait que sur le sang que je me l'amputasse! Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà dans ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà. Ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant, ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Voilà. Magnifique. Alors, c'est pas sur cette tirade proprement parlée que vous perdez votre voix, mais racontez-nous, vous êtes sur scène, en plein succès, et tout d'un coup, votre voix s'en va ? Oui, bizarrement, sur une phrase qui va faire sursauter les psychanalystes, c'était « Et j'adresse un défi collectif au parterre ». D'ailleurs, rien qu'en le disant, la voix part en arrière. Et j'ai fait « Et j'adresse un défi ». Et j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'étais très en forme, la voix était impeccable et tout. N'oublions pas que c'était 1700 places, Mogador, sans micro, sans rien, dans une mise en scène énorme de Jérôme, que paix à son âme, ça varie. Et puis, je me dis, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrivais pas à reconnaître ce que ça pouvait être. Et puis le lendemain, 2 phrases, le surlendemain, 3 phrases, enfin bref. Et tous les gens, tous les ORL, tout ça, c'est dans votre tête, c'est dans votre tête, c'est dans votre tête, c'est dans votre tête. Oui, parce que vos cordes vocales sont intactes. Et oui, alors il y a, pour tout dire, le cerveau donnait mal son ordre, et les cordes vocales hésitaient, c'est très intéressant ça, avant de produire le son. Pour produire le son, il faut qu'elles se serrent, et si elles hésitent, ça fait... comme ça. Et donc, c'est une chose qui m'est arrivée, qui m'a
énormément marqué. Ça a été l'un des grands tournants de mon existence même. Mais votre corps, vous punissez de votre succès, c'est comme ça que vous l'avez compris? Moi, je me suis dit, voilà, c'est normal, ça doit arriver. Je ne mérite pas ce qui m'arrive. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien. Je l'ai senti vraiment comme une punition, quoi, comme quelque chose qui se refusait. Mais ceci posé, très honnêtement, je pense que l'acteur que j'étais, aussi salué fut-il dans Cyrano, n'était pas forcément le type d'acteur auquel j'adhère le plus. Il y avait peut-être quelque chose de comment dirais-je, de pas acquis au plus profond de moi-même, peut-être qui a fait que ça s'est vengé. C'est comme ça que je le vois maintenant, oui. Et comme vous faites rire à moitié, Jacques, ça vous plonge dans une réelle dépression. Ah oui, ça a été très grave, très long, parce que j'avais très peur de parler. Je n'arrivais même pas à demander un café dans un bistrot, ça faisait garçon, comme ça. Et malgré tout, il fallait que je joue. Et ça a duré très longtemps, et j'ai joué en me débrouillant. Je sais que j'ai joué, par exemple, le rôle de Don Juan dans la mise en scène de Francis Huster, avec un Don Juan très effacé, très calme et très lointain, parce que je sais que je l'ai joué en appréhendant. Ce qui est quand même le comble pour ce qui concerne Don Juan. Et voilà. Et puis, il a fallu un film qui a commencé à remettre les choses en place. C'était Beyrouth. Contact avec la guerre, contact avec un drame autrement plus important que le mien. C'est ça qui là, vous a remis d'un en seul face, coup, quoi. quelque chose s'est remis en place. Ouais. Sauf que vous dites, il a fallu que je me démerde avec une autre voix. Une faille était née quelque part. Une laideur s'est incrustée en moi. Je n'ai plus été le même homme, il a fallu que je me batte avec d'autres armes, des choses plus nourries, plus profondes, plus noires aussi. C'est très fort comme façon de vivre les choses. En vous écoutant, je me dis que les très grands acteurs n'ont pas, je ne crois pas, ce genre de problème si compliqué sur leur moi, leur surmoi. Tout ça me semble pathétiquement narcissique, ça m'énerve un peu. Le génie de Depardieu, c'est ça. C'est évidemment ça. C'est qu'il y a peut-être de grands drames en lui qui sourdent, ça le regarde. Et jamais je ne me permettrai de les analyser, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de direct. Et alors, vous? moi, ça peut m'arriver peut-être. Par contre, alors je me soigne, et en travaillant ma voix avec une professeure magnifique qui était Raymonde Viret, quelque chose s'est réouvert qui fait que oui, maintenant, j'ai l'impression de mieux jouer, sinon bien jouer. Voilà. Donc ça va. Ça va bien. Sauf que votre ami Frédéric Franck, qui organisait aussi vos tournées, nous a confié à chaque fois que je lui proposais une salle qui ressemblait à Mogador, où vous avez perdu votre voix, un mouvement de fuite s'emparait de son corps et il refusait catégoriquement. Ça, c'est dépassé aussi aujourd'hui? Vous reculez plus devant l'obstacle ou il reste encore ça? Il m'est arrivé, j'ose le dire maintenant, de demander à peu près partout des HF. Le micro pour vous aider. Alors que je suis considéré, à tort ou à raison, comme un acteur à voix. Et que j'ai même une très très bonne voix de théâtre, comme on dit. Ben justement, on demandait à une actrice, elle est là pour vous faire une surprise, elle est rare à la télévision, et venir participer au divan de quelqu'un d'autre, on a pris ça vraiment comme un témoignage très fort d'une amitié profonde. Vous l'avez connue au conservatoire, Nathalie Baye est avec nous. Bonsoir Nathalie Baye, merci infiniment d'être là pour votre ami Jacques Weber. Ça me bouleverse. Alors ça me bouleverse complètement. Voilà, ça c'est typique. C'est une immense amie, mais comme c'est une très très grande actrice vedette et tout, je suis terrifié. Pas un coup de fil possible. On a tourné un film ensemble, j'arrivais pas à lui dire trois mots, ou alors je bafouillais un peu. Alors je lui ai offert des fleurs au début, puis hop, puis après voilà. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, Jacques. Je t'ai entendu, là, je t'écoutais. Il est spécial, votre copain Jacques Weber, Nathalie Baye. C'est un ovni. Ah bon? Non. Mais Jacques, c'est un mélange d'absolue simplicité. En même temps, c'est un homme incroyablement complexe. Quand il parle de son corps, ça me fait beaucoup rire parce que ça me rappelle des souvenirs dont je ne vais pas, hein, que je ne vais pas dire à la télévision, mais c'était un corps assez bruyant, on va dire. Et, ah oui. Et donc, c'est un corps vivant, voilà. Vous êtes amis depuis très longtemps et au conservatoire. Qu'est-ce qui vous a plu immédiatement chez ce jeune homme qui démarrait dans la vie? Tout est grand chez Jacques, tout est généreux, c'est quelqu'un d'entier.
Et on était un petit groupe comme ça d'amis au conservatoire. On se séparait rarement et on était très complices, on était plein de rêves. En définitive, c'était une époque bénite parce qu'on était plein d'espoir et on était amoureux de ce qu'on faisait. Ça, c'est un tel cadeau. Voilà, on rêvait tous de jouer. C'est merveilleux. Quand vous dites tout est grand, Nathalie, est-ce que tout chez Jacques n'est pas un peu trop grand? Il faut gérer l'outrance. Hein. Oui, mais il la gère très bien. Et on a tous des trucs à gérer et à dompter. Et puis après, il suffit de les accepter et puis de vivre avec. Et Jacques a su faire ça. Quand je l'entends parler justement de sa voix, des choses comme ça et tout, en réalité, on sent un homme incroyablement inquiet et qui n'a pas assez confiance en lui, alors qu'il devrait avoir une confiance absolue. Mais c'est quelqu'un qui doute et en même temps, le doute, c'est merveilleux. C'est marrant, il est imposant, 1m90, on a l'impression que c'est un peu une armoire à glace, que rien n'arrête. On voit bien qu'il est sur une ligne de crête en permanence. Vous, l'ami, comment on vient pallier à cette fébrilité, fragilité, je ne sais pas comment dire, Nathalie Baye? Oui, mais ce qu'il faut, c'est qu'en réalité, pour pallier à les choses, il faut les accepter. La fragilité, ça fait partie totalement de Jacques. Ça fait partie de son ADN. Et c'est aussi sa force. On a tous des trucs qui nous encombrent. Si on essaye de tous se débarrasser, on va devenir rien. C'est pas intéressant. Ça fait partie des centres d'intérêt de Jacques. C'est quelqu'un de complexe, de compliqué, de blanc et de noir, de rieur et d'inquiet. Il y a tout ça en lui et c'est ce qui fait qu'il est l'acteur qu'il est. Ça vous convient comme regard sur cette personnalité fragile? Ça me touche beaucoup, énormément même. Mais, parce que Nathalie, c'est Jacques viré. C'est John Palmer. Enfin, merde, j'avais dit que je pleurais pas. Mais c'est un groupe. Et puis, c'est Nathalie, ce qu'elle est. Et moi, je disais que c'était l'intelligence avec du sourire, Nathalie. Mais toujours, son sourire nous remettait d'aplomb tout de suite dès qu'on commençait à déconner. Elle réglait les problèmes avec une vitalité de... C'est idiot de dire de mec, c'est complètement con, c'est à l'ancienne, mais enfin bon, c'est ça. Et puis de formidables sourires, quoi. Et voilà, et il y avait un groupe. Et ce groupe... Le groupe, vous dites, c'était Balmer. Balmer, Nathalie. En plus, c'était des immenses acteurs. Balmer est immense, Viren, n'en parlons pas. Enfin, Nathalie, tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui me... Et c'est vrai que, bizarrement, j'étais un peu le fanfaronne du groupe. Le gars qui en faisait des caisses, puis qui démarrait très vite. J'ai démarré un peu plus vite que à la sortie du conservatoire. Et pourtant, dans ma tête, je me disais, mais ils ont un génie, ils ont du génie. Simplement, c'est bête, ça m'intimide. C'est dommage, voilà, c'est tout. Nathalie, tout à l'heure, votre ami Jacques Weber faisait une espèce de comparaison avec Depardieu. Ils ont le côté un peu gargantuesque, tous les deux, des ogres de la vie. Vous, qui connaissez bien les deux, vous faites aussi ce parallèle ? Pour moi, ce sont deux hommes qui sont des acteurs merveilleux. Ils sont très, très différents. Jacques a mis le doigt sur la chose. C'est-à-dire que Gérard, c'est quelqu'un qui ne se pose pas les questions que Jacques se pose. Gérard, il y va, il fonce. Il a une espèce de liberté hallucinante. Jacques aussi a une liberté, mais Jacques est beaucoup plus inquiet. Gérard a un côté animal, comme ça. Il fait les choses. À la limite, il y pensera après. Et Jacques va y penser avant. Voilà. Gérard Depardieu a évidemment au cinéma interprété Cyrano, le Cyrano que Jacques a lui interprété au théâtre. Est-ce que vous pensez que ce Cyrano au cinéma, c'est votre copain Weber qui aurait dû l'interpréter? Vous savez, il ne faut pas se dire des choses comme ça, parce que Jacques, je l'ai vu jouer Cyrano au théâtre et il était magnifique. Et j'ai vu le film de Rappeneau avec Gérard qui était magnifique aussi. Je pense que de toute façon, c'est pas ça. C'est que dès le début, Rappeneau avait décidé que ce serait Gérard. Je crois que c'était plutôt ça. Mais en tous les cas, ça a été deux très, très grands Cyrano. Et pour terminer, Nathalie, quand vous voyez le parcours professionnel de Jacques, un parcours plutôt sur scène qu'au cinéma, vous l'avez connu au conservatoire, vous diriez qu'il manque quelque chose?
Non, moi je trouve qu'il y a rien qui manque. Jacques était un amoureux du théâtre. Il fait une carrière d'acteur magnifique et une carrière au théâtre splendide. Ça, c'est sûr. Et voilà. Et puis il a fait des films. Il a commencé, je me souviens, quand il avait tourné avec Costa. On avait un rendez-vous téléphonique. On s'appelait je sais plus d'où. Et on était tous avec Villeray et tout ça dans un petit café, ébahis de savoir que tu étais si loin et que tu tournais. Tu faisais du cinéma. Les deux de la promotion du conservatoire qui ont commencé le cinéma, c'était en premier, c'est Jacques et Dussolier. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais autrement, non, le Jacques, il n'a même pas à se poser de questions. C'est un grand acteur qui fait une très belle carrière. Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que dans tous les élèves qui sont passés au conservatoire, on est des grands privilégiés. On travaille beaucoup, il y en a beaucoup qui n'ont jamais rien fait, dont des élèves qui sont sortis avec des premiers prix et des choses comme ça. Parfait, on reparlera de ça tout à l'heure ensemble. Jacques, on va remercier beaucoup Nathalie Baye d'être venue en ce début d'émission. Ouais. Merci beaucoup Nathalie, merci infiniment. Une surprise énorme. On se replonge dans la personnalité, la vôtre, Jacques Weber. Vous l'avez écrit, je ne suis attiré que par les extrêmes. L'outrance, les grands défis. Votre grand ami, le radiologue Luc Rothenberg, nous l'a confié. Quand il goûte à quelque chose, il aime. Il cherche aussitôt les limites, les frontières. Il fait partie de ces hommes qui peuvent plonger et se noyer. Vous avez plongé, vous avez failli vous noyer dans l'alcool, par exemple. Alors, oui, ça a été une problématique douloureuse à gérer pour vous. Vous voyez comme quoi vous avez réussi à... Faut pas oublier. Oui, non, mais bien évidemment, c'est évident. Et c'est terrible parce que je me rendais plus compte de rien. Parce qu'il y a eu un grand papa de théâtre qui a été Pierre Brasseur. Ah, évidemment. Et Pierre Brasseur m'a fait connaître vraiment l'excès en tout. Et j'ai appris la nuit avec lui, j'ai appris tout ça, et j'ai appris l'alcool au moment même où lui ne buvait pas de la Contrexéville, mais moi je buvais que des Orangina. Parce que j'aimais pas l'alcool à l'époque. Et moi, c'est vrai qu'au début, c'est Malraux qui parlait que tout a recommencé par l'imitation, j'ai imité Brasseur. Et vous avez 20 ans, il faut dire que vous aviez 20 ans. Brasseur avait quel âge à ce moment-là, Jacques? Ah bah 66 ans, parce qu'il est mort à 68 ans, un truc comme ça, et c'était Ciao, et moi j'avais 16, 17 ans, j'avais 18 Donc vous l'imitiez, c'était une sorte de père de substitution, et il vous a initié à tout, au théâtre, à la nuit, à l'alcool. D'ailleurs, on va vous voir avec ce père de substitution sur scène, une pièce qu'il avait écrite, Un ange passe, ça date de 70, là à l'époque, vous avez 21 ans. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me promène. Allez, t'as voulu te lever, c'est malin, hein? Ouais, je peux plus compter sur ma famille. Ou bien que je compte sur les miracles. Ah, la preuve, t'es arrivé à fatiguer tout le monde, même les miracles. Oh, mon petit Albert, je te déteste. Tu es un ignoble petit bonhomme. Mais ne m'enterre pas avant que je sois mort. Oh, mais fiche-moi la paix avec tes stupidités. C'est pas le moment de divaguer. C'est vrai, t'as l'air tout retourné. Ah oui, justement. Oui. Et je suis peut-être un ignoble individu, mais pour la première fois, la mort me fait peur. Et c'était un type incroyable. Et donc c'est lui qui vous a donné le goût de cet excès de vie, l'alcool, la nuit, d'ailleurs. Oui, qui m'en a donné le goût, qui a éveillé quelque chose qui était déjà en moi, quoi, sans doute. Au départ, c'était une posture, on l'a bien compris, puis ça s'est mis en addiction. François Florent, l'homme qui a donné son nom au cours Florent, qui vous côtoie depuis toujours, il a même été à un moment votre prof de théâtre, je crois. Il s'est confié à nous sur vos penchants pour l'alcool à ce moment-là. Pierre Brasseur lui avait donné goût à l'alcool. Et il y a eu un moment où c'est devenu un vrai problème dans sa vie. On avait peur, on était en colère, il commençait le whisky à 9h du matin. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et ça a failli être une cause de ce qui était tout à fait légitime de rupture avec ma femme, parce que je me rendais même plus compte, mais parce que voilà, je crois que ça s'est augmenté à partir de la perte de voix de Cyrano. De Cyrano, oui. Et là, je ne m'en sortais plus. Et c'est amusant parce que naturellement, j'ai été consulté. Et puis le gars me dit, je dis, mais monsieur, je suis pas alcoolique du tout. Il me dit, oui, d'accord. Qu'est-ce que vous buvez? Et c'est en lui annonçant que je marchais à 7-8 doubles whisky pour jouer la comédie, que ceci, que cela, que je me suis rendu compte de l'énormité de la chose, quoi. Et là, j'ai arrêté. Parce que vous en aviez besoin pour jouer. Votre ami Madi Léo nous a dit l'alcool, il pensait en avoir besoin, notamment pour jouer, alors que c'était complètement faux. C'était devenu une béquille pour tout, en fait. Hein. Bien sûr. Et
je supplie tout le monde de m'écouter sur ce terrain, c'est que vraiment, c'est faux, ça n'aide pas du tout, ça abîme complètement, et c'est illusoire, et cette illusion m'a irrité, m'a agacé, quoi. Et plus on s'enfonce, plus on sait que c'est illusoire, et moins on sait, mais plus on boit. Enfin, c'est un cercle vicieux. Je bois plus du tout. Je m'autorise parfois un grand verre de vin, mais c'est vrai que c'est un danger permanent, et quand je vois le nombre d'amis, magnifiques acteurs et magnifiques bonshommes que j'ai perdus à cause de ça, c'est un peu énervant, quoi. Oui. Le côté excessif aussi dans la nourriture, vous avez déclaré « Dans les moments importants de ma vie, j'agis toujours de la même façon. Je suis mon ventre. » Et comme le dit François Florent, toujours, c'est comme ça, Jacques est un goulu. Il se précipitera toujours sur la nourriture. Il dit d'ailleurs, il y a une fatalité dans ce côté excessif, dans ce qu'il raconte. Oui, ça comble toujours un vide. C'est très curieux, comme je m'impatiente très très vite. Donc je bouffe, et comme j'aime ça. Et moi, quand j'aime, comme dit l'autre, quand j'aime, c'est... Ah, bon, je me gave, oui, je me gave, quoi. Oui, quand j'aime, je me gave, quoi. Oui, je me gave, oui, tout à fait. Mais se gaver, ça veut dire aussi s'étouffer. C'est ça. Se faire taire et mourir, peut-être. Oui, c'est ça. Se gaver, c'est... Bah oui, comme les oies, quoi. C'est ça. Voilà. Mais vous en avez totalement conscience, donc. Oui, j'en ai une parfaite conscience, et c'est curieux parce que quand je me sens, quand j'écris bien et tout, il y a quelque chose qui se met en place, et d'un seul coup, le trop-plein dans l'écriture se résout avec une façon parcimonieuse de manger, une sorte de chose zen, quoi. C'est très curieux, ça se rééquilibre un peu. Je pense que l'écriture, c'est mon, voilà, ça va être mon jardin à côté de la scène, quoi. Voilà. Quand vous vous gavez, comme vous le dites, une équipe de télévision qui vous la suivait à Nice, quand vous dirigiez le théâtre de la ville, et on sent bien que, évidemment, la table, c'est votre élément. Tu joues la comédie, tu vas à fond, tu te déchaînes, c'est dramatique, c'est drôle, hein, les gens sont contents, ils applaudissent à la fin, ils sont émus, et après tu vas bouffer. C'est pour ça que c'est horrible le régime. Quand on dit monsieur, faut pas manger le soir, c'est l'horreur. C'est la récompense. Tout ce que j'ai donné de gras de moi, de chaud, je le reprends. Je me reprépare pour le lendemain, Léon. Faut pas déconner. Voilà, plus un bon petit coup de rouge. Voilà. Mais c'est pas faux, ce que je dis. Non, c'est même très vrai. C'est très agréable, c'est très convivial, c'est très important. Il y a des moments où vous étiez beaucoup plus imposant. C'était quelque chose qui aussi pesait sur le moral? Pas du tout. Il m'est même arrivé de jouer des rôles nus et tout, et de ne poser aucun problème aux gens de cinéma, tout sans dire « Est-ce que tu peux te mettre nu dans le lit ?» Ouais, pas de problème, me mettre à poil tout de suite. Je revendiquais presque ça. C'est ça, il y avait une revendication. Alors ça, c'est très curieux, parce que aussi, c'est paradoxal. Je le revendiquais, et voilà, c'est dans Galilée. C'est peut-être aussi une façon de... la grosseur vous cache aussi, il y a quelque chose comme ça, peut-être, je sais pas. En tout cas, je l'assumais parfaitement. Le gras est un langage, je sais pas comment dire. Moi, par exemple, j'ai tendance à, dans ma phrase, les défauts que je vois en premier, c'est la suradjectivation. Je propose 3 images, 4 images, alors tous les gens qui me corrigent et qui m'aident à progresser dans l'écriture me disent on en a besoin que d'une. Et on n'a pas besoin de 4 adjectifs. C'est le gras, ça. C'est le gras qu'il faut enlever. C'est comme ça que j'accepte cette phrase hyper parisienne et snob et chiante comme la pluie. Il faut aller à l'os, il faut aller à l'os. M'emmerde, il faut aller à l'os. Mais je m'en fous. Mais par contre, c'est vrai qu'elle veut dire quelque chose si on le prend comme ça, si on le prend dans ce sens-là, et pas d'une façon snob comme j'entends si souvent. Juste le petit clin d'œil, puisque vous avez fait de la pub pour un produit contre le cholestérol. On la connaît par cœur, cette pub, on la regarde. Un vrai déclic. Je suis pris en main, je suis fier de moi. Et tous les jours, je me régale, surtout avec l'organe de pêche abricot. Voilà quelques semaines que j'essaie de faire baisser mon cholestérol devant vous avec l'aide du nouveau nona de l'organe. Le gagnant est moi. L'organe m'a aidé à réduire mon cholestérol. Non, mais là, alors soyons très clairs, très simples. Je préfère travailler 3 jours, gagner beaucoup de sous à un moment donné où j'avais un souci
terrible de financier que de tenir un flingue pendant 15 jours dans une mauvaise télévision. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Je ne le regrette pas, mais je préfère qu'on passe à autre chose. Allez, on passe à autre chose. On passe à ce côté peut-être grand enfant que vous êtes, parce que vous l'avez compris, on a appelé beaucoup de vos amis avec votre accord, et ils vous décrivent quasiment tous comme un grand enfant. Vous avez conscience d'être un grand enfant? Votre copain Luc Rothenberg vous a dit, derrière la montagne, l'extraverti, il y a un grand enfant, un petit garçon, un grand timide qui doute beaucoup. Il est indéniablement profondément gentil et honnête. Dominique Isserman, je vois derrière sa structure physique massive un éternel adolescent qui a envie de rester dans cet état-là, de ne surtout pas devenir adulte. C'est magnifique. J'aime beaucoup cette dame, très immense photographe, très sensible. Et oui. Un refus du réel, quoi. Oui, mais parce que, franchement, ce réel m'effraie. Et qui n'est pas effrayé à l'heure actuelle par le réel? Et un réel qui, au départ, est un réel merveilleux. Le monde est merveilleux. Le seul animal au monde qui ne le soit pas, c'est le bonhomme, qui est en train, avec quelques horribles privilégiés qui pour tout le monde, font qu'on accepte benoîtement que des enfants meurent dans les bras de leur mère, que des millions de gens crèvent de faim ou crèvent sous les bombes, et tout ça on l'accepte. Donc oui, je n'aime pas ce monde, je ne l'aime pas du tout, et moi donc je dis vive la barboteuse. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir le temps, d'avoir les moyens de me dire je peux rester être en barboteuse. Voilà. Alors, c'est parfois emmerdant pour mes enfants. Peut-être pour votre femme aussi, parce qu'on va y venir tout à l'heure. C'est un des piliers de votre vie, parce que vous avez construit comme ça un certain nombre de piliers qui vous aident justement à tenir debout. Mais elle gère tout le quotidien, mais absolument tout. Vos dépenses, elle gère toute votre vie. Vous êtes handicapé du quotidien, il paraît. Oui, mais c'est pas madame à tout faire. Christine, dont vous admirez la beauté extraordinaire quand même, magnifique. Elle fait tout, mais elle fait aussi une collaboration très, très fusionnelle dans mon travail, dans mes rôles, dans l'assistance à la mise en scène. Parce que moi, j'aimerais pas qu'elle fasse que la cuisine. Ceci étant dit, elle a l'art de faire la cuisine. Et c'est dans le sens qu'elle a l'art que j'aime qu'elle le fasse. Mais moi, je lui fais ses petits déjeuners, avec art. On en reparlera tout à l'heure de Christine. Vous avez eu la gentillesse de nous donner un manuscrit, puisqu'on l'a soumis à notre graphologue Sophie de Risbourg. Vous allez entendre ce qu'elle raconte. Ça colle parfaitement à là où on en est dans l'émission. Ce qui frappe l'œil de la graphologue en priorité, c'est la différence entre la dimension de la signature, qui est grande, qui est étalée, un peu comme une figure de proue, avec le reste de l'écriture, qui est beaucoup moins aisée, moins habile. On repère des saccades dans le langage de la graphologue, des O et des A qui sont les lettres affectives, qui sont parfois assez abîmées. Et donc tout ça signe une personnalité, certainement avec une confiance beaucoup moins ancrée qu'il ne veut en avoir l'air. C'est certainement aussi un homme très sensible, avec une composante de féminin, avec les gonflements, les enroulements, les annelages. La signature de cet homme, elle parle de panache, d'envie de séduire, qu'il arrive à exprimer en prenant sur lui, parce que derrière, effectivement, il y a un manque de confiance en lui au départ. Un enfant peut-être qui, finalement, a été fragilisé, peut-être qu'on s'est moqué de lui, peut-être qu'à l'école, ça ne fonctionnait pas comme il aurait voulu que ça fonctionne. Enfin, il y a quelque chose qui est resté de l'enfance, qui fait qu'il y a une blessure narcissique et qu'il y a un besoin de sentir qu'il plaît par tout ce qu'il peut entreprendre et faire. Elle voit tout ça là-dedans? Oui, non, je peux pas être jugé parti, mais enfin, disons qu'il y a quelque chose qui fait écho très fortement. Les failles de l'enfance, c'est ça dont elle parle. Oui. Alors, seule chose qui mais peut-être parce que c'est gênant de l'entendre, qui veut plaire à tout prix. Je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça parce que j'aurais peut-être fait dans ce cas-là d'autres choix. Et parfois, je sais que mes choix ne sont pas forcément tournés vers le plus grand nombre. Donc je mets un petit rectificatif quand même pour pas que ça soit trop parfait. Mais sinon, c'est vachement vrai. Oui, il y a un truc d'enfance. J'ai exploré très longuement avec une dame que j'aimais beaucoup, ma psychothérapeute. Et il y a quelque chose qui est même de très loin, qui est peut-être même un accident au moment où parce que je parle très souvent dans mes livres de la chambre noire, de la sortie vers le monde, de tout ça. Il y a dû se passer quelque chose. Ah, vous le datez de là? Au moment même de l'entrée dans le monde. Voilà. On va plonger dans cette enfance. D'ailleurs, toujours votre ami François Florent nous a confié son tempérament excessif cache une timidité pure. Il ne s'est à l'évidence pas remis de la déconsidération.
avec laquelle son père l'a traité et comme si il se punissait lui-même. Alors, cette enfance, Jacques, vous êtes né dans une famille bourgeoise, vous avez grandi dans le 17e arrondissement de Paris, votre père est physicien, puis chimiste, enfin directeur d'un laboratoire, votre maman mère au foyer, vous avez un grand frère qui sera avec nous tout à l'heure, et 2 sœurs, de loin, tout à l'heure super bien, sauf que quand vous la qualifiez, votre enfance, vous la qualifiez de salade merdeuse. Ah bon? Oui. Alors, je sais bien que je puisse rectifier ça parce qu'il y a quelque chose en moi. Mais ma mère était une de ces héroïnes de la vie, quoi. Les grandes mamans sont des gens absolument admirables, magnifiques, qu'il faut honorer, respecter. C'est un travail colossal. Et puis, mon père, j'ai eu la chance inouïe d'avoir l'instinct le jour où il est parti. J'étais dans ma loge, je l'avais vu la veille, il allait vraiment pas bien, et j'ai dit, oh là là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai appelé un taxi-moto, j'ai écrit une lettre à toute vitesse, je dis, porte ça très vite à la clinique X. Et mon père a pu lire cette lettre. Et dans cette lettre, je réglais le problème. Enfin, je lui disais, malgré tout, malgré ces choses qui m'ont énormément marqué, mon père était un homme qui était capable de dire « les imbéciles n'ont pas la parole à table » ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'a marqué énormément. Et puis il avait aussi parfois une sorte de mépris par rapport à ma maman que je n'aimais pas du tout. Mais c'était un homme sans doute profondément bon et j'ai réussi à lui dire que malgré tout, voilà. Et donc j'ai une conscience très tranquille et apaisée par rapport à cet homme que j'aime de toutes les façons. Voilà. Mais quand on se replonge dans l'enfance, c'était loin d'être apaisé, puisque vous étiez en fait dans une famille d'intellectuels où tous vos frères et sœurs sont brillants à l'école, alors que vous êtes un cancre. Vous n'avez pas votre bac, juste votre BEPC. Et vous, on me disait que j'étais nul, crétin, etc., etc. On comprend bien, hein, c'est ce père et ce regard un peu méprisant sur vous qui vous a constitué. Mais votre grand-père, il vous traite constamment d'anormal, d'enfant caractériel. Mais alors, mon grand-père, c'est typiquement la contradiction humaine. C'est que c'est un homme que j'admirais, parce que c'était un ancien de Verdun qui me racontait Verdun, qui ensuite avait planqué des parachutistes en jouant un double jeu, parce qu'il était un des grands bourgeois de Meaux, Meaux, M-E-A-U-X, la ville. Et puis, et en même temps, c'était un homme extrêmement dur. Et lorsqu'il a su que je ne faisais pas le service militaire, inadaptable à la collectivité militaire, il dit, bah oui, je savais bien, il est un peu attardé, ce garçon, etc. Et donc, c'est vrai que ça a été très, très, très dur à avaler. Et puis, oui, puis il n'était pas sympathique avec moi du tout, quoi. J'étais le raté, quoi. Oui, c'est le raté. Donc en même temps, il avait une gueule à la Jean Gabin que j'adorais. Mais donc le raté pour le grand-père, le raté pour le père. Et vous le dites, ça me complexait avec des coups de violence terribles. Là, vous parlez de coups physiques ? Alors, c'est vrai que j'avais des accès de colère qui faisaient que parfois, ça se terminait avec les mains, quoi. C'est-à-dire entre vous deux, obligé de me maîtriser. Mon père m'a maîtrisé 1 ou 2 fois parce que ça partait dans tous les sens. Et là, je me souvenais, mais ça, c'était l'époque. Et il dégrafait sa ceinture, voilà. Donc, il tapait avec la ceinture, mais c'était pas un ogre, hein, c'était pas un monstre. C'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque aussi. Ça, c'était une éducation à l'ancienne, quoi. Voilà. On a bien compris que c'est apaisé, que vous lui avez écrit avant qu'il s'en aille et que c'est cette dernière image que vous voulez garder et que vous voulez nous faire partager. Mais ça vous a constitué comment ? Je crois que on ne peut pas, lorsqu'on est le sujet du problème, juger de ce qui nous a fait ou formé. On peut parler que de son ressenti. Oui, bien sûr. C'est certain, c'est évident que ce souvenir est très marqué dans un sens négatif, lors même qu'il ne devait pas l'être tout à fait. Donc ça fait partie d'une interprétation qui, d'évidence, m'a marqué. Donc, et le point de départ, est-ce que ça vous a aussi poussé à essayer de vous réaliser professionnellement, peut-être sur scène ? Ce que vous n'avez pas obtenu dans le cercle familial, vous voulez obtenir du grand public sur scène, au théâtre. C'est tout à fait possible. Ça fait partie de la chose. Sans doute, ça fait partie du mouvement. Notre psy spécialiste des photos décrit ce que vous êtes en train de nous raconter. Vous allez voir. Sur ces 2 photos d'enfance de Jacques Weber, les caractéristiques d'un pouvoir exercé sur l'enfant apparaissent. Sur l'une, on fait poser le jeune garçon en blouse d'école, alors que sa petite sœur est revêtue d'une jolie robe.
La tête baissée, le regard triste et craintif, mal à l'aise devant la caméra, il ne peut se dérober à la situation humiliante dans laquelle il est placé. Tel un enfant étiqueté, son repli marque un système de survie dans un monde hostile. Sur la deuxième photo, il présente un visage plutôt inquiet, contrairement aux deux autres enfants, souriant et insouciant. La figure tutélaire d'un père à la posture dominante semble planer sur lui. Tout enfant qui subit le regard dévalorisant d'un parent en porte les marques visibles dans son attitude, une empreinte qui peut osciller entre peur, insécurité et colère. C'est probablement à partir du retournement de cette situation d'enfance, de ce corps parlant, que Jacques Weber, comédien, entrera plus tard en scène et fera entendre sa voix. Bravo. C'est très, très, très intéressant parce qu'en regardant la photo, je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a raison. Exactement. C'est ce que je me suis dit en voyant la même chose tout à l'heure. L'histoire de la blouse d'école, là, je dis, ben oui, mais naturellement. Et c'est vrai que j'étais maintenant, c'est quelqu'un que j'adore complètement, ma petite sœur. Mais c'est vrai que là, c'est évident. Et j'étais très jaloux de ma petite sœur. Je l'appelais le cadeau bouclé. Ah, c'est très étonnant. Elle est aussi souriante que vous avez un poids sur les épaules. Oui, ouais, tout à fait. Tout à l'heure, vous nous parliez de votre mère, à quel point elle avait une importance, évidemment, dans cette enfance. Dans la relation complexe que vous aviez eue avec votre père, quel rôle elle avait? Un rôle de pacificatrice? C'était très curieux, le rapport avec ma mère, parce que je l'adorais. Elle était très tendre, mais j'en voulais toujours encore plus. D'ailleurs, j'avais une suraffection pour elle. Et en même temps, je sentais aussi, plus âgé, que c'était quelqu'un de tellement marqué douloureusement par la vie et par le silence. Elle taisait plein de choses, que la relation était plus moi voulant l'aider que elle pouvant m'aider. Voilà. Mais ça, vous me permettrez de ne pas en parler, mais je pense qu'elle avait des choses par rapport à sa famille, par rapport à tout ça, extrêmement lourdes à porter, et que c'était un silence terrible, quoi. Très, très fort. En tout cas, elle a parlé de vous, évidemment, à la télévision, et notamment dans l'émission de Paul Amar, Recto Verso. Regardez la façon dont elle parlait de vous. Assez raisonnable, assez doux comme enfant. Mais il a changé en vieillissant. Quand il s'est mis à vouloir faire du théâtre, là, c'était plus pareil. Tous mes autres enfants ont eu leur bac assez vite et très bien. Mon fils avec mention très bien. Mais lui, pour lui, c'était un petit peu... Bon, ça l'a ennuyé. Et longtemps, ça a duré, ça. Il pensait qu'on était plus fiers des autres parce qu'ils avaient leur bac que de lui. Et quand il est revenu, il m'a dit... Ah ben, tu sais, un prix de conservatoire, ça vaut bien un bac. Ben, j'ai jamais dit le contraire. Oui. Oui. Ce qui est marrant, c'est que moi, encore maintenant, quand quelqu'un a son bac, je dis, oh merde, chapeau. C'est vrai, hein. Ou une licence ou un truc comme ça, je dis, oh merde, voilà, c'est vachement bien et tout. D'ailleurs, ça vous empêche, vous l'avez raconté déjà une fois, mais de temps en temps d'aller à des rendez-vous parce que quelqu'un est trop diplômé pour vous. Vous avez encore le complexé ça me que terrorise. vous étiez, quoi. Bah, oui. Dernièrement, j'ai créé la pièce de Bernard-Henri Lévy, et c'est un homme très... Bon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le problème n'est pas un là. érudit, en tout cas. C'est d'une très grande culture, et en tout cas, et avec moi, il y avait vraiment quelque chose de très affectueux, très, très ouvert et généreux. Une ou deux fois, j'ai dû déjeuner avec lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il doit s'emmerder, le pauvre vieux? Parce que j'avais vraiment envie de répondre, parce qu'il y avait plein de sujets où ça pouvait être polémique, mais je ne me sentais pas du tout à la hauteur, et je sais que c'est chiant. C'est très, très, très ennuyeux pour moi, pour les autres aussi, mais ça, c'est comme ça, c'est terrible, quoi. Je préfère écourter une conversation avec quelqu'un que j'adore, parce que d'un seul coup, je dis, il doit s'ennuyer épouvantablement. Pour boucler cette séquence sur l'enfance, on ne peut pas avancer sans s'arrêter en parlant avec votre frère Bernard, un des piliers de votre vie, un des témoins privilégiés de votre enfance, celui qui vous a complexé plus jeune. Vous l'avez dit d'ailleurs, il m'a sans doute complexé, inhibé, mais en même temps fasciné. Bernard Weber est avec nous. Bonsoir Bernard Weber. Oui, bonsoir, oui. Merci d'être là. Si on se replonge dans l'enfance, tout à l'heure, vous l'avez entendu, Jacques nous racontait cette enfance un peu particulière. Sa perception des choses, en tout cas, c'est d'avoir été pas considéré. Vous, le grand frère, comment vous le viviez, le fait que il était, il nous l'a dit avec ses mots, un peu le canard boiteux de la famille, ou en tout cas, c'est comme ça qu'il l'a interprété à l'époque. Oui, il était
il était pas bien dans sa peau, quoi. À l'école, il supportait pas, parce qu'il comprenait pas. Je crois qu'il comprenait pas ce monde. Il était un peu absurde, d'ailleurs. Et surtout, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il était très sensible à l'injustice. Vous savez, l'injustice familiale, la justice intime, quoi. Les erreurs que font les parents, toujours. Ils se débattaient comme toutes les personnes qui sont agressées et qui ne sont pas comprises. C'est surtout ça, je crois, qui n'étaient pas compris. Quand vous dites agressé, clairement, il faut dire agressé par votre père. Alors là, on avait un peu révisé nos positions, et surtout des positions par rapport à mon père qui, lui, avait aussi sa part de souffrance et d'injustice terrible pendant la guerre et tout. C'était très, très dur. Mais ça, on ne pouvait pas le savoir. Et c'est vrai qu'il y avait une position... Mon père, c'était un autodidacte, en fait. Il avait quand même terminé à Polytechnique, c'était pas mal. Il fallait absolument réussir, il fallait être bon à l'école. Et moi, là-dessus, j'étais pas de mauvais. Mais alors racontez-moi ça. Lui, ça allait pas, ça marchait pas à l'école. Racontez-moi ça, comment vous, puisque vous, finalement, vous aviez des discussions valorisantes avec votre père vous considérait, à l'inverse de Jacques, comment le grand frère vivait le fait, lui, d'avoir une position enviable dans la famille par rapport au petit frère, Jacques, qui, lui, était, sinon maltraité, pour pas employer des grands mots, mais en tout cas, au minimum, pas considéré. Mais moi, j'étais pas non plus dans la position du privilégié, pas du tout. J'étais l'aîné. Alors, l'aîné, c'est celui qui morfle. Par exemple, ce qui est tout à fait étonnant, ça, c'est une anecdote que j'arrive pas encore à comprendre. C'est que on m'a surpris en train de voler des bonbons. Ah oui. Et mon père, ensuite, a pratiqué une punition, à mon avis, absolument infamante et horrible. Et je pense qu'il a vraiment fait une erreur, là. Il m'a promené dans la rue avec une pancarte « Je suis un voleur ». C'est très dur, ça. Ah ouais, c'est dur, ouais. Et alors, ce que je sais, ce qui m'a extrêmement sidéré, c'est que mon frangin, il l'a pris pour lui. Il a intériorisé cette affaire-là. Et un jour, c'est sorti, il y a, je sais plus, on avait bien 50 ans, je pense qu'on discute de ça. Et il me dit, tu te souviens quand j'ai été... Alors là, j'étais complètement sur le cul. Racontez-nous ça, Jacques, pardon, je vous interromps, Bernard. C'était lui qui était puni et c'est vous qui l'avez... C'est à lui que c'est arrivé. Et un jour, je lui dis, à 50 ans, je lui dis, tu te souviens que notre père m'a traîné avec une pancarte, je suis un voleur. C'est comme si vous l'aviez vécu, en fait, recomposé. Vous avez pu le souvenir. Bernard, vous nous avez dit en préparant cette émission que Jacques avait une faculté incroyable de comprendre et de saisir les gens à la seconde. Certes, il n'était pas brillant dans les études, mais il avait cette faculté incroyable. Mais ça, par exemple, votre père, qui finalement valorisait plutôt le don académique, il percevait pas du tout ça, quoi, de Jacques. Oui, je crois que c'est ça. Oui, ça, c'est vrai. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il n'avait pas Jacques, il n'avait pas les formes qui puissent convenir à mon père. C'est pas les formes d'exposition, d'intelligibilité, etc. Il n'était pas, c'était pas son truc. Pour conclure avec Bernard, vous nous avez dit tout à l'heure à quel point vous pouviez être complexé face à quelqu'un d'érudit. Il faut quand même le dire, hein, parce que je ne l'ai pas dit en présentant Bernard, mais Bernard, il est écrivain, philosophe. Aujourd'hui, il a choisi de consacrer sa vie aux plus défavorisés, mais c'est un frère brillant que vous avez. Il y a eu un poids sur vos épaules d'avoir un frère aussi imposant. Alors franchement, ça n'a jamais été un poids, ça a été en permanence un exemple d'abord et parfois un regret. Un regret ? C'est-à-dire que parfois, je m'en veux vachement d'avoir des grands discours et que mes actes ne sont pas conformes. Lui, il a pratiqué aussi le théâtre, mais dans des endroits où il était profondément nécessaire. Moi, parfois, je me pose des questions quant à la relativité, la relation que j'ai entre moi et le genre de public qui me suit. Et vous, Bernard, vous l'admirez, votre frère ? Ah oui, absolument. Et toi, ça, c'est surtout la transmission qu'il fait par rapport aux gens. Moi, ce que j'ai toujours trouvé formidable, c'est quand il fait répéter des jeunes ou d'autres, des comédiens. Là, il y a une sorte de générosité extraordinaire. Et je trouve que ça, il y a une sorte de bienveillance et de sollicitude que j'adore. Merci beaucoup, Bernard Weber, d'être venu ce soir éclairer un autre aspect de la personnalité de votre frère Jacques. En tout cas, c'est le théâtre, d'une certaine manière, qui vous a sauvé. Et vous l'avez dit, ma passion du théâtre a explosé comme une bombe. Et j'ai souvent pensé que la passion s'apparentait à une sorte d'acte terroriste, d'une violence inouïe. Cette passion du théâtre, c'est incroyable. À ce moment-là, c'est une déflagration dans votre vie. Oui, c'est d'ailleurs un peu excessif, cette comparaison un avec... peu, oui, même totalement, parce que, comme disait Villard très justement, c'est pas le théâtre qui fera la révolution, c'est la révolution qui fera le théâtre.
Pour vous, ça démarre très fort puisque vous tenez le premier prix d'excellence au conservatoire. Alors regardez. Mesdames, Messieurs, le jury a décidé d'accorder un prix d'excellence. Veuillez appeler Monsieur Weber. Le jury vous a attribué à l'unanimité un prix d'excellence. Quel est votre débouché tout à coup avec ce prix rare à l'unanimité qu'on vient de vous donner? C'est d'abord une joie extraordinaire parce que, ce que je trouve formidable, c'est que le choix que j'ai fait de mes 3 scènes a été adopté et puis estimé puisqu'on m'a donné cette récompense. C'est surtout comme ça que je le reçois. Comme débouché, je les vois pas encore pour l'instant. Appelez Monsieur Huster. Oui, c'est joli. Oui, c'est joli, ouais. Ah, c'est un grand fou, lui. Magnifique, un fou magnifique. Auquel je comprends rien au bout de 5 minutes, pas pour des questions que je suis intimidé, parce que lui, il m'intimide pas. Mais par contre, je comprends rien à ce qu'il dit, mais je l'aime. Puis alors lui, il y a une vraie passion. Il est ou sur scène ou dans un asile psychiatrique. Vous, en tout cas, la scène vous a permis de canaliser votre énergie, vos débordements, évidemment comme un certain nombre de piliers, on en parlait tout à l'heure, et notamment, on va commencer par elle, votre femme, on en a parlé, Christine, avec qui vous avez eu 3 enfants. Vous l'avez épousée d'ailleurs 2 fois, une première fois civilement en 1981, puis 10 ans plus tard à l'église. Pourquoi ce second mariage? Une révélation Alors, mystique? c'est très simple, c'est parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire ça à l'église. Et puis après, en vieillissant, je me suis dit quand même, ça serait bien de renouer avec quelque chose de plus spirituel, intemporel. C'est vrai que, je ne sais pas si le grand barbu existe, mais en tout cas, au cas où il serait là, j'avais envie qu'on pérennise ça face à lui. Et là, il y a déjà tellement de disparus sur cette photo. C'est terrible. Comment vous pourriez nous parler de Christine? Parce que vos amis, Luc Rothenberg nous dit Christine, c'est sa bordure. Sans elle, il s'effondre. Vous nous dites quoi? C'est pas très... J'ai vraiment... C'est impudique, tout ça. Enfin bref, c'est l'amour de ma vie, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a aussi une admiration sans borne. Au-delà de l'amour, il y a une admiration sans borne. Parce qu'il y a quelque chose de profondément simple, intelligent, humain, gentil, à tout instant, tout moment. Magnifique. Et c'est quelqu'un qui enfonce ma tendance à être un peu sur mon nombril. Voilà. Combien de fois vous se seriez effondré sans elle? Alors, à mon avis, je serais déjà mort et je serais dans le caniveau. Je serais hélas comme mon ami Jacques Viret, que j'ai retrouvé souvent dans des caniveaux. Je suis sûr de ça. Pardonnez-moi, mais un regard comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez, le succès, c'est vraiment à plusieurs que ça se fait. C'est pas de fausse humilité que je dis. Mais si je l'avais pas eu dans la réplique d'Argan, il arrive sur scène, il fait un battement de cils, la salle explose de rire. Ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est du génie. Voilà. Enfin, regardez l'œil, c'est magnifique, quoi. Voilà. Salut mon vieux. On a bien compris que c'était une sorte d'ange gardien, Christine. Vous, qu'est-ce que vous lui donnez pour que la relation soit équilibrée? Faudrait lui demander, mais elle vous répondra jamais parce qu'elle supporte pas de répondre et tout ça. J'ai l'impression que justement, il y a quelque chose qui est quand même en permanence en mouvement chez moi, même si parfois je suis sombre et que j'emmerde tout le monde avec mes maladies et mes trucs, mais je suis plutôt... il m'arrive d'être rigolo. Non, puis il m'arrive de pas être complètement crétin. Quand on partage dans le travail, c'est formidable. C'est formidable, c'est d'autant plus formidable que vous avez eu 3 enfants, 2 fils, Stanley, qui est comédien, Tommy, qui est réalisateur, une fille, Kim, qui est photographe. Oui. Vous qui avez des relations compliquées avec votre père, d'abord, est-ce que vous avez réussi, vous diriez, à être un bon père, Jacques? Je ne sais pas si je suis un bon père. En tout cas, je crois que j'ai pas fait de grosses fautes par rapport à eux. Je ne pense pas. Alors, être un bon père, parce que le problème, c'est j'ai jamais su être dur avec eux. Ça m'est impossible. La seule fois où j'ai donné une gifle à un de mes enfants, c'est moi qui ai pleuré, c'est pas lui. Alors, c'était un peu emmerdant. Mais puis, je crois que je partage bien, par exemple, avec Stanley, mon fils qui est acteur, je crois qu'on partage des très belles choses, on se dit tout.
on travaille à égalité. Justement ça, par exemple, le fait qu'il ait suivi vos traces et finalement ils aient tous des métiers artistiques, est-ce que vous y voyez une forme de reconnaissance implicite? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je leur ai toujours dit, je me fous complètement de vos résultats à l'école. C'est quand même c'est rare qu'un père dise ça. J'en ai rien à foutre. Faites ce que vous aimez, exprimez-vous dans ce que vous aimez, ce que vous aimez, ce que vous aimez. Et je pense que ça a été très bien compris et ils sont réellement bien en place. Et puis je sais pas, je crois qu'il y avait une vraie liberté qui leur était accordée que je crois qui est due à Christine et à moi. Je comprends. On voit bien que la transmission est importante pour vous, transmission évidemment de père, mais aussi d'homme de gauche et qui va dans les écoles pour donner des cours à des collégiens, là, des cours de théâtre. On vous voit à Roubaix. Regardez. Exercice de style autour de la pièce Cyrano de Bergerac. Amateurs de théâtre, collégiens et lycéens de Tourcoing s'essayent à la célèbre tirade du nez sous l'œil de Jacques Weber. C'est à pic. C'est bien. C'est à quand? C'est bien. Que dis-je, c'est à quand? Et là, refais le coup du livre. C'est une péninsule, vas-y. C'est une péninsule. Oui, j'ai fait souvent ça, parce que je crois que c'est vachement important. Alors, je me sens pas tellement, comment dirais-je, j'ai pas de mission pédagogique précise, mais je pense que le partage, aller vers les gens, descendre un peu de la scène, les entendre, les écouter, partager avec eux, ne pas les écouter de haut, mais partager à hauteur d'homme. Ça, c'est extrêmement important. J'ai été dans des prisons, je fais pas mal. Dans les prisons aussi? Oui, aussi. Et j'étais très, très bouleversé. On apprend énormément de choses en faisant tout ça. Et je trouve que je le fais pas du tout assez. Et je trouve qu'il faut que tous, on se bouge individuellement. Restons humains et bougeons-nous le cul. Il faudrait faire comprendre enfin aux gens que rien ne se fait seul, que tout se fait dans une sociabilisation autour de soi. Votre carrière, elle est aussi faite de renoncements assez abrupts, et ça commence très tôt. Tout à l'heure, on vous a vu avec le premier prix d'excellence. Quand on a un premier prix d'excellence au conservatoire, et bien évidemment, la comédie française s'ouvre à soi, et vous refermez la porte immédiatement. Vous appelez Pierre Dux, directeur à l'époque, et vous dites « Je n'aime pas ce que vous faites, je n'aime pas les gens qui font partie de cette troupe, je n'aime pas votre maison ». Vous claquez la porte quand vous ouvre. Oui, mais sans doute pour plusieurs raisons très mélangées. D'abord, je trouve ça très excessif de dire « J'aime pas les gens de votre maison », mais je l'ai dit. Mais quand je pense que c'est eux qui m'ont donné envie de faire du théâtre, parce que moi j'allais voir Jean Piat qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Mais c'est parce que sans doute j'avais peur. Oui, j'avais peur. Et puis il y a deux raisons, c'est que je n'aimais pas l'alternance, et ça je continue, c'est-à-dire de jouer un rôle un jour et jouer un autre le lendemain à l'opposé. Et puis enfin, alors il y avait un truc très con mais qui existe, c'est qu'à l'époque, j'étais un enfant de 68, et la comédie française était considérée comme le théâtre de droite, réactionnaire, et le TNP, le théâtre de gauche. Donc voilà, ça a fait partie du choix. Mais aujourd'hui, vous regrettez? Alors, je regrette, non, pas du tout. Ces derniers temps, Éric Ruff m'en a reparlé de la possibilité de rentrer dans cette maison, et j'y ai beaucoup réfléchi, et je pense quand même que j'aurais très peur de cette façon de jouer très vite. Un jour le Roi Lear, le lendemain Vania, et le lendemain quand c'est un grand rôle. Un peu pareil pour le cinéma, on en parlait tout à l'heure avec Nathalie Baye, ça démarre sur les chapeaux de roue, le cinéma. Elle parlait tout à l'heure de Costa Gavras, c'était État de siège, ça marche très vite. Et puis ensuite, vous tournez dans RAS d'Yves Boisset, et là vous dites, le film est un succès, mais je suis égratigné en raison d'un jeu trop théâtral. C'est d'ailleurs un reproche qu'on vous a fait souvent, ça vous a blessé ça? Oui. Ça m'a blessé, mais avec un peu de recul que j'ai eu déjà il y a pas mal d'années, c'était juste. Mais pourquoi? Et ça, alors là, vraiment, je m'en veux. C'est qu'à l'époque, j'étais vraiment... c'est vrai, quoi, j'étais une grosse vedette. Bon, voilà. Alors, très honnêtement, j'avais la grosse tête, et donc je ne travaillais pas du tout. Et j'étais pas bien. Non, j'étais... il y a 2-3 scènes où je suis théâtral, et c'est pas bien. Vous savez, le cinéma, soyons très clairs, c'est pas moi qui ai abandonné le cinéma. C'est que je n'ai pas su créer le désir. Si des grands metteurs en scène m'avaient désiré, ça serait fait tout seul. Peut-être, mais en même temps, vous avez fait des mauvais choix. C'est ce qui m'intéresse, les mauvais choix,
puisque ça dit quelque chose. L'inconscient peut-être parle dans les mauvais choix. Par exemple, on vous a proposé Rabbi Jacob. C'est pas rien, Rabbi Jacob. Gérard Houry. Je vais mais quand même pas faire une merde de Gérard Houry, c'est du commercial. Dites-vous à la directrice de casting qui dit tu es un grand con quand même. Margot Capolier qui fait je sais pas si c'est du commercial, mais toi, t'es un vrai con. Mais ça veut dire quelque chose, refuser Rabbi Jacob quand même. Ouais, ça veut dire une grande prétention, une grande connerie. Mais vous savez, moi, j'étais vraiment parfois très abrupt. Ça m'a valu des tours. Parce qu'après 68, j'étais capable de dire que le cinéma de Sautet était un cinéma de bourgeois. Oui, d'accord. Et après, quand j'ai rencontré Dabadi, je dis mais j'étais fou, c'est un des plus beaux cinémas qui soit. Voilà, enfin bref. Voilà. Mais quand François de Florent nous dit « Je confirme ce que j'ai dit, au vu du jeune homme surdoué qui a obtenu le prix d'excellence à l'unanimité du jury, je lui imaginais une carrière plus éblouissante. » Il a raison de dire qu'à l'époque, je pense que beaucoup de gens, même moi, on s'imaginait, parce que ça, c'est parti tellement vite, on s'imaginait quelque chose de plus éblouissant. Vous savez, je pense que finalement, les gens sont à leur place. C'est ça, les gens sont à leur place. Profondément. Et donc, quand par exemple, vous acceptez de faire le deuxième rôle plutôt que le premier rôle dans Cyrano au cinéma, de Rapneau, vous êtes à votre place au deuxième rôle? J'ai eu tout le loisir de voir que De Guiche était un très très grand rôle. Ça m'amusait de l'interpréter après avoir fait Cyrano. Et puis je pense que ça revenait de droit, ce qui était à l'époque l'acteur monumental salué par le monde entier. On va regarder des images du film et on débriefe rapidement après, parce que forcément, quand on vous a vu sur scène jouer Cyrano, même si Depardieu était magnifique dans Rapneau, on se dit, mais pourquoi pas Weber? Regarde Cyrano, ce matin sur le quai, le bizarre gibier en plume que nous prime. Les feutres des fuyards! Les restes des victimes! Celui qui posta ses gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. C'est donc qui c'est? C'est moi. Je les avais chargés de châtier, besogne qu'on ne fait pas soi-même. Harry Mayer, ivrogne. Grand auteur de chansons. Vous vous êtes permis. Monsieur, si vous voulez les rendre à vos amis... Vous êtes permis de me contrecarrer dans mes projets, monsieur. Projet d'assassiner? Insolent. Engueulez, cela suffit. Alors, sortez d'ici! Sortez! Monsieur, une question. Avez-vous lu le Don Quichotte? Je l'ai lu et me découvre au nom de cet hurluberlu. Veuillez en méditer un peu, ne vous déplaise, sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive, souvent, J'attaque dans des gens qui tournent à tout vent. qu'un moulinet de leurs grands bras chargé de toile vous lance dans la boue. Ou bien dans les étoiles. Absolument génial. Depardieu lui rafle le César du meilleur acteur pour un premier rôle, vous pour un second rôle. Jamais, très sincèrement, Jacques, vous êtes dit j'aurais voulu ce rôle-là? Non, il y a eu des tractations avant, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, où il était question que je joue le rôle. D'accord. Parce que le producteur avait dit qu'il n'y a pas besoin de vedette. La vedette, c'est Cyrano. Donc c'est vrai, ça a été loin. Pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait, mais c'était totalement légitime. Et je tiens à dire que si on m'avait proposé le rôle de Guiche avec quelqu'un d'autre, quel qu'il soit, que Gérard, je ne l'aurais pas fait. Vous l'aurez pas fait, c'était Gérard. D'ailleurs, parce que lui, c'est vraiment quelqu'un de tout à fait hors norme. Hors norme. D'ailleurs, Rapneau nous a dit choisir Depardieu pour incarner Cyrano, c'était faire entrer le mouvement dans la pièce et donc la possibilité du cinéma. C'est très bien dit. Ah, c'est magnifique. Ça ne m'étonne pas de Jean-Paul. Allez, pour conclure, je vais vous montrer une scène culte. Cela, monsieur. Cherchez mieux. Monsieur le procureur. Plus loin. Plus loin. Lorsque vous étiez substitut sous le roi Louis XVIII. Cette fois, où l'ai-je entendu pour la première fois? Marseille. 25 février 1815. Je vous ai causé du tort à Marseille le 25 février. Mais qui es-tu? Un spectre. Un homme que tu as enterré vivant dans les profondeurs du château d'If. Qui autant d'un coup l'amour et la liberté. La tendresse. Allez, je vais faire un petit parallèle
de psychanalyste, un peu de comptoir. Quand il retire son masque et qu'il dévoile sa véritable identité, un homme meurtri par le passé qui réussit à s'en sortir, vous vous êtes vengé aussi des injustices de la vie d'une certaine manière? Oui, bien que la grande moralité du conte de Monte Cristo, c'est que la vengeance, c'est un sentiment extraordinairement dangereux et négatif. C'est sûr. Parce qu'il y a la mort d'un enfant à la fin, vous me direz pas. Allez, on va débriefer rapidement, Jacques Weber. C'était passionnant, cette émission. Oula! Ah, ça tourne. Bonjour. Que de gens assemblés. Je jette mes regards sur personne qui ne me donne des... Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je parle? Moi, je sais ce que je dois dire. Dites-moi alors. Je sais déjà, j'y ai pensé. J'ai dit, vous voyez, pour moi, ce que j'aurais aimé être. Et alors là, vraiment, je parle totalement à poil. Enfin, c'est pas vrai. Mais quand même. C'est d'arriver à cette humilité, cette réelle simplicité, cette émotion à fleur de cils, de peau, de yeux qu'avait mon frère lorsqu'il parlait. Quand un acteur arrive à cette nudité, pour moi, c'est là le grand acteur. Le reste, je fais bien mon boulot. Mais là, je parle très du fond je vois bien, couilles. je vois bien. De mes couilles, oui, très bien, de mes couilles, on peut le dire, pas grave. Et vraiment, et si vous voulez, il y a des acteurs qui ont ça. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai été voir Jean-Pierre Daroussin dans Art. C'est déroutant. Et ça, c'est marrant d'avoir... Ça, j'ai pensé à ça très fort. Gérard, c'est la même chose. Nathalie, dans beaucoup de rôles, c'est exactement la même chose. Mais là, il y a la grâce de la grande humanité. Les gens très humains, c'est la grâce irradiante. Et c'est pour ça que, quand je vais vous quitter, je vais aller dans ma loge, au lieu de passer par chez moi, et je vais relire mon rôle en pensant à cette nudité-là. Je le sais déjà. Je sais que je vais essayer d'être plus simple dans tel endroit, d'être plus simple dans tel autre. Je vais vous laisser partir, relire votre texte en vous remerciant, en rappelant que vous êtes... Je voulais vous dire un truc. Dites-moi, c'est que vous... Alors maintenant, je vais faire votre... Ah non, ne faites pas ça. Dites-moi. Non, mais en 2 mots, c'est normal, c'est ce qu'on appelle la... Oui, bien sûr, c'est la dernière séance. À la dernière séance, ça se retourne un peu. Voilà. Mais non, en fait, c'est très bizarre, votre obsession de rallier tout à la relation avec le père. Comme si le père était un... Je sais tout ça, mais en même temps, le vôtre, il a été particulier, le mien aussi, il me manque terriblement. Voilà. Non, sinon, on va changer. Ça serait sympa, cette personne. Ça serait sympa, mais je suis pas capable d'être à votre place, vous seriez capable d'être à la mienne. J'espère qu'on vous a pas trop ennuyé. Voilà. On va vous voir sur scène au Théâtre de la Porte Saint-Martin avec Pierre Arditi dans Tartuffe. Je vous remercie, il faut vous complétiez la phrase. Donc, pour vivre heureux... c'est drôle, parce que tout le monde dit « vivons cachés ». Oui, mais ça, non. Alors, surtout pas. Non, je crois pour vivre heureux... je sais pas. Et ayons... la cage thoracique grande ouverte, le cœur fou. Le cœur fou tout le temps. Voilà. Ça me va très bien. Merci, Jacques. Merci beaucoup à vous. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.